Bonjour Denis, tu es le traducteur français de moins deux séries quand même pas mal connues dans l'imaginaire. D'un côté de Métro, Mhm. 2033 de Dmitri Glukovski, et la série Métamorphose, en cours encore En de cours, tout à fait. traduction, de Diachenko. Exactement. Du coup, pour commencer, une question un peu banale, mais comment tu en es venu en fait au métier de traducteur? C'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours n'a rien à voir avec la traduction, comme beaucoup de traducteurs, enfin, comme beaucoup, comme un certain nombre de traducteurs de l'imaginaire. J'ai une formation qui est scientifique à l'origine. Il se trouve que je suis né en Russie, que j'ai vécu une dizaine d'années, que donc je maîtrise non seulement cette langue, mais j'ai mon enfance et baignée dans cette culture-là. Et j'ai été confronté à des langues assez rapidement. Ma mère étant interprète de conférences, l'anglais est arrivé assez rapidement dans ma vie, le français aussi. Et donc ça c'est l'origine de la maîtrise linguistique. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de faire des traductions techniques, en fait, tout simplement de documentation logicielle, ce qui n'est pas très 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 excitant, dans le cadre de mon métier d'informaticien. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des docs en français pour l'équipe où pas tout le monde était anglophone, donc du coup il y a une bonne maîtrise de l'anglais, je m'y collais. J'ai fait un petit peu de traduction aussi de documents dans un cadre ludique, mais tout ça c'était des choses pas professionnelles dans le sens où j'étais pas rémunéré pour ça. Et il se trouve qu'au début des années 2000, j'ai écrit des livres jeunesse, dont 6 ont été publiés. Euh, en fait, la combinaison du rapport à l'écriture et de ces maîtrises linguistiques ont fait qu'à un moment donné, la talente à qui j'avais recommandé Maître 2033, Mireille Rivalan, directrice éditoriale, m'a dit bah, écoute, est-ce que tu veux essayer de traduire? On fait un bout d'essai, ça marche pas. Et ça a plutôt marché, la preuve. Ouais. Là, je suis plus entre 12 et 15 traductions pour eux, donc, enfin pour nous, puisque je fais aussi partie de l'équipe éditoriale de Mhm. la Talente. Et ça c'est intervenu plus tard dans ma vie. Mais voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et du coup, qu'est-ce que pour toi, alors c'est une question un peu globale, hein, que j'ai déjà posée à plusieurs traducteurs, je trouve toujours très intéressante la diversité des réponses, c'est qu'est-ce qui fait un bon traducteur pour toi? C'est un traître élégant et lettré. Mhm. Texte original. Alors, je pense que enfin, ma vision de la chose, c'est qu'il faut respecter. Il y a trois éléments. Il y a la lettre, il y a l'esprit et il y a le style. Le style, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, puisque nous n'avons pas les mêmes outils stylistiques, on n'a pas les mêmes outils grammaticaux, on n'a pas les mêmes outils syntaxiques, pas les mêmes outils sémantiques. Donc il faut arriver à retranscrire des accélérations, des ralentissements du texte. Il faut trouver des moyens de rendre le lyrisme, la poésie, le niveau de langue. Donc il y a tout un travail là-dessus qui est pour moi qui est énorme. Euh, Parfois, on est, je pense, obligé de s'éloigner un petit peu du texte pour mieux rendre l'esprit. C'est-à-dire que si on faisait une traduction littérale, Google Translate et consorts, ça ne rendrait pas un certain nombre d'éléments euh, du paratexte. Et du coup, des fois, on est obligé de s'éloigner un petit peu pour justement être plus proche, finalement. Et bon, il y a un dernier point, c'est qu'il ne faut pas rater les références, en tout cas. De mon point de vue, encore une fois, hein, il faut bien connaître la civilisation, bien connaître aussi l'auteur qu'on traduit pour ne pas se mélanger les pinceaux, parce qu'une référence peut être interprétée de manière différente. Et voilà, ça c'est toujours extrêmement curieux, extrêmement compliqué, parce que typiquement, sans entrer dans le détail, mais dans le numérique, il y a une référence à Angélique Marquise des Anges. Et sur Twitter, il y a eu un moment une question à laquelle j'ai répondu, parce que je l'ai vu passer. C'était sans doute une adaptation locale, et en fait non, parce que le russe étant
globalement francophile. C'était réellement, dans le texte, une référence à Angélique Marquise des Anges. Ce qui m'a un petit peu désarçonné au départ, parce que je me suis retrouvé, mais c'est qui ce gars? Est-ce qu'ils font référence à l'histoire ou pas? Du coup, heureusement, il y a le web pour trouver tout un tas de réponses, mais voilà. Il n'y a qu'une seule fois, mais peut-être que j'anticipe sur des questions, je ne sais pas, il n'y a qu'une seule fois où j'ai adapté, effectivement, j'ai localisé, comme disent les Anglais, une référence, c'était dans Métro 2034, où il était fait référence dans le texte russe à une sorcière de la montagne d'un conte russe, mais qui n'a jamais été traduit ou quoi aux caisses. Et c'est Homère, donc le narrateur finalement du Métro dans 2034, qui fait cette référence-là. Et j'ai adapté ça avec La Dame du Lac, qui est quand même plus connu. Voilà, exactement. Ok. Et du coup, justement, par rapport aux littératures d'imaginaire russophones, qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les particularités finalement de cette littérature, surtout moderne, actuellement, par rapport à la littérature plus occidentale? Alors, je pense que il y a plusieurs différences. Déjà, il y a des rythmes de narration qui sont différents. On n'est pas dans une recherche d'efficacité anglo-saxonne, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de l'exposition. Alors, je ne dis pas que tous les anglo-saxons écrivent de la même manière, mais il y a, malgré tout, on peut retrouver dans un certain nombre de textes anglo-saxons des jalons, finalement. Certains vont se référer au cycle du héros de Campbell. Il y a ce parcours 12 étapes qu'on retrouve dans Star Wars, chez Lucas, dans tout un tas de choses. Il y a un rapport au conte que je trouve extrêmement marqué, mais que ce soit chez les Diatchenko, que ce soit chez Glukowski, que ce soit même chez Sapkowski avec The Witcher. Il y a un rapport au conte et au folklore qui est très fort. Et il y a un rapport à la littérature en fait slave qui intègre, mais comme le fait la littérature japonaise, finalement le fantastique. C'est pas un genre à part, c'est pas une case dans laquelle on va mettre un certain nombre d'auteurs en disant oulala, enfin suivant les époques, hein, mais parce que bon, personne n'a jamais critiqué Villiers de l'Isle-Adam ou voilà, enfin, pas de souci là-dessus. Mais en fait, il y a beaucoup plus de passerelles, enfin beaucoup plus de passerelles ou d'imprégnation même de la littérature dans les textes de l'imaginaire russe, enfin slave plus largement, qu'il peut y en avoir dans des choses plus occidentales, je pense. Et du coup, pour la première série que tu as finalement traduit, la série Métro, qui a connu quand même, à mon sens, un succès retentissant, parce que à la fois littérature, mais il y a eu des adaptations de jeux vidéo très appréciées, de très grande qualité. Qu'est-ce qui explique finalement pour toi le succès de cet univers particulier? Alors, je pense que Dmitri Glukhovski partage en fait un point commun avec, par exemple, Pierre Bordage. Ce sont des faiseurs de mythes. De mythes modernes ou s'inspirant des mythes antiques. Et la force du mythe, c'est que finalement, il parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, et c'est pas pareil pour Dune, hein, on crée quelque chose qui a valeur de mythe, c'est-à-dire avec des métaphores, avec des symboles forts, avec des personnages qui sont certes par moments archétypaux, mais qui servent une histoire qui va toucher pas seulement un lectorat du pays d'origine, mais qui peut toucher finalement toute l'humanité. C'est son caractère universel en fait. C'est son caractère universel. Et le mythe, je pense, a un caractère universel. Donc, alors, Dmitri recrée une mythologie moderne. C'est-à-dire qu'il va créer la mythologie du métro, la mythologie souterraine. Il va reprendre des légendes urbaines d'un deuxième métro secret réservé aux partis qui mène directement à un bunker dans l'Oural et qui a des ramifications vers des bases de lancement de missiles nucléaires cachées autour de Moscou. Enfin. Et ça, plus
son goût pour les créatures, alors parce que les mutations en 20 ans, ça ne prend pas des proportions telles qu'on les voit dans Métro 2033 notamment. Il revient un petit peu en arrière en 34-35, mais il y a ce côté, voilà, on combat des créatures fantastiques, on est soumis à des dangers surnaturels, et avec des personnages, notamment le personnage du Khan dans le Métro 2033, finalement c'est une sorte de Merlin. Et donc on a ces figures de mythes qui je pense, font que ça touche l'électorat à travers le monde. Et toi, tu nous parlais tout à l'heure de l'exemple où tu avais mis finalement la Dame du Lac dans la série. Ça a été quoi tes plus grands défis de traducteur quand tu as traduit Métro? Alors, Métro 2033, le plus grand défi, c'est un roman qui a été écrit sur une dizaine d'années par Dmitri. Et dans sa démarche d'auteur, il n'a pas retouché au début. C'est-à-dire qu'on a un début de roman qui est écrit par un jeune adulte d'une vingtaine d'années, je dirais, et la fin du roman qui est écrit plutôt par un trentenaire ou petite trentaine, ou fin de la vingtaine, qui a déjà plus de maturité. Donc évidemment, ça fait que l'écart, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, entre le début et la fin, est énorme. Le but était sans dénaturer, puisque Dmitri ne voulait pas qu'on retouchait le début, tout simplement parce qu'il considérait que ça faisait partie de son cheminement d'écrivain que de progresser à travers un roman. Donc sans dénaturer le texte, il fallait, pour moi, l'idée était quand même de diminuer ce grand écart, par exemple. Et encore une fois, Dmitri a une volonté politique, alors il s'en cache pas, dans son écriture. Et donc il fallait que je sois extrêmement prudent sur toutes les références politiques qu'il peut y avoir, et son travail politique sur l'écriture va même jusqu'à la sémantique, jusqu'au mot, puisque pendant la Révolution, il a été demandé à des auteurs de modifier la langue russe, de manière à la faire passer d'un mode tsariste à un mode communiste. Et à travers cette distorsion de la langue, il y a des sens qui ont disparu, il y a des sens qui sont nés, et quand Dmitri va utiliser certains mots, il ne va pas forcément les utiliser dans une acceptation moderne, mais celle d'il y a un siècle. Donc il fallait jouer avec ça, et être très prudent par rapport à ça. Alors, question toujours difficile, mais dans l'univers de Métro, donc j'inclus aussi ce qui a été fait par d'autres auteurs dans l'univers de Dmitri, c'est quoi ton préféré? Est-ce que tu as un préféré déjà en plus? Est-ce que j'ai un préféré? Je pense que... Alors, sur la série de Dmitri, de toute façon, très différemment, je les apprécie tous, parce que, en fait, l'intérêt de... Même 34, qui a été un petit peu boudé par les fans, même des fans en Russie, 33 a ce côté un peu fou, un peu fougueux, et en même temps, ça raconte quelque chose de très précis qui est l'ère Yeltsin. C'est-à-dire tout ce qui a pu s'y passer après la perestroïka et avant l'arrivée de Poutine, sous forme métaphorique, c'est-à-dire la multiplication des fois, la multiplication des partis, l'explosion de la société qui s'est morcelée autour de croyances, autour d'idées, autour de philosophie. Et ça décrit bien ce tableau-là, en fait. C'est du sous-texte, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, mais c'est quelque chose qui est présent, quelque chose qui est vraiment prégnant quand on connaît un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, en Russie. 34 a un côté... En fait, 34 devait être la fin.
de l'histoire. Tout simplement parce que Dmitri avait signé un contrat avec AST pour 3 bouquins. Le premier était Métro, puisque Métro existait déjà sous forme numérique sur le web. Et au départ, alors que tous les éditeurs qu'il avait approchés avaient rejeté ce roman, quand il l'a mis sur son propre site, métro2033.ru, il y a eu un engouement énorme autour de ce texte, et les gens beaucoup de lecteurs sont venus, ont commenté. Et d'ailleurs, à l'origine, le roman, tel qu'il avait écrit au départ, s'arrête au chapitre 12, si me semble-t-il, juste avant qu'il arrive à Police. Et en fait, juste avant l'arrivée à Police, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il entend une fusillade. Et dans la version initiale, il est tué par une balle perdue de cette fusillade. Sauf que les lecteurs ont dit, bah non, c'est quand même dommage, il s'y prend du but, qu'est-ce qui va se passer, rien. Et il a fait évoluer grâce au retour des lecteurs. Il a eu des ingénieurs du métro qui nous ont dit, non, en fait, là, c'est pas comme ça. Il a eu des officiers de l'armée qui ont dit, oui, mais là... voilà. Et donc, il a enrichi tout ça, donc, ce qui a formé le métro tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et finalement, devant cet engouement-là, AST, donc, qui est l'éditeur, on va dire, russe, tous azimuts, hein, il y a toute votre collection, a dit, bah écoute, très bien, je te l'achète, et on signe pour 3 bouquins, dont celui-là. Le deuxième livre qu'elle a écrit, c'est Soumerki. Donc, rien à voir avec l'univers de métro. Et AST a dit, oh là, non, on veut du métro. Et on n'a pas signé pour un truc sur un traducteur qui va traduire un texte crypto-maya, enfin, bref, c'est pas pour ça qu'on a signé, nous on veut du blockbuster. Et l'idée originelle de Dmitri, c'était de dire, ok, vous voulez m'imposer quelque chose, bah, on va jouer. Donc, Métro 33 se passe au nord du métro, c'est un jeune homme qui est le protagoniste principal, et la fin est une condamnation de l'humanité pour sa barbarie. Donc, 34, qu'est-ce que ça va être? Là, ça va être dans le sud du métro, avec une protagoniste féminine, et avec une fin qui porte en elle l'espoir d'une rédemption. J'ai 2 moitiés de sphère, une fois que la sphère est faite, la sphère est faite. Bon. Et il a eu la brillante idée à ce moment-là, parce qu'il restait quelques discussions, et de dire, bah, j'ouvre l'univers à des auteurs professionnels, amateurs, qui veut. Je vous publie sur mon site, et il y aura des suffrages de lecteurs, et ceux qui seront les plus plébiscités seront publiés par AST. C'était le deal qu'il avait passé avec AST. Et c'est comme ça en fait qu'est né l'univers métro. Parce que Dmitri ne voulait pas se trouver enfermé dans ce truc-là. Et ce que j'aime beaucoup dans 34, excuse-moi pour la parenthèse, qui était un petit peu longue, en fait c'est qu'il a acquis en écrivant Soumerki une certaine maturité d'écriture. D'ailleurs, il va plus à l'essentiel, il fait des textes plus ramassés. Et d'ailleurs, Métro 2034 est beaucoup plus court, Métro 2033. Les personnages, je trouve, il y a encore plus d'empathie qu'on avait dans Métro 2033. Voilà, donc c'est ce que j'ai aimé dans celui-là, c'était le côté mélancolique, lyrique, et cet espoir de rédemption pour l'humanité à la fin. 35, lui, c'est la description de l'ère Poutine et de toute la manipulation, de la métamanipulation qu'il peut y avoir au niveau de l'État par rapport à la population qui est clairement décrite dans Métro 2035. Et en fait, Métro 2035, ça a été un petit peu, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses que j'ai traduites, ça a été un petit peu le retour dans des chaussons, tu vois, qui sont encore un peu tièdes la dernière fois que tu les as portés. Tu te réinstalles dans un univers familier. Et il y a un côté de très cosy là-dedans, très, très agréable. Donc voilà, donc le 2035, ça a été compliqué pour d'autres raisons personnelles de santé, mais ouais, ça a été un moment de retour un petit peu aux sources qui était très chouette. Donc on dirait dans l'univers de Métro, en fait, ton préféré c'est Métro. C'est Métro, voilà. Après, Diakov, qui dans la vie à la base est un expert comptable, avec les ombres de Post-Pétersbourg, c'est franchement un des meilleurs, même s'il fait partie de ceux qui sont arrivés très, très rapidement,
C'est une très très bonne trilogie, dont on a traduit que les deux premiers, parce que bon, à un moment il faut quand même vendre des livres, malheureusement. Mais l'avantage c'est que chaque bouquin clôt son scénario. Donc ça a été très futé de sa part de faire ça. Et en fait, il n'y a pas de gras. Il y a effectivement des maladresses des premiers romans d'un auteur, dont c'est pas le métier à la base. Mais il y a une fraîcheur, il y a une dynamique là-dedans qui était vraiment chouette. Il y en avait un ou deux autres auxquels j'avais pensé également, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Notamment qui se passait dans le Grand Nord, avec des histoires de centrales nucléaires, de sous-marins qui circulaient encore. Et du coup, après maintenant on arrive à l'autre, ça qui fait un peu plus l'actualité, là, vu qu'elle est plus récente même, donc c'est les Métamorphoses et Diatchenko. Oui. Comment tu as découvert Vita Nostra, et puis qu'est-ce que toi, quand tu l'as lu la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti en tant que lecteur? Alors, les Métamorphoses, j'ai découvert ça il y a, il y a un certain temps. C'était, je pense, autour de 2013, donc 5-6 ans après l'apparition de Vita Nostra, puisque Vita Nostra a apparu en 2007, Numérique en 2009 et Migrant en 2010. J'ai découvert en 2013, mais j'ai découvert par Migrant, qui était le dernier en date. Et c'est... et je me suis dit, il y a un truc. C'est pas une œuvre quelconque. Du coup, j'ai lu les deux précédents, si on peut dire. En fait, j'ai été moins impressionné, alors ça va faire bizarre de dire ça, mais j'ai été moins impressionné par Vita Nostra que je l'avais été par Migrant. Je pense que Migrant reste quelque part mon préféré, mais est-ce que c'est parce que c'est le premier que j'ai lu? L'avenir nous le dira, puisque là je suis en train de le traduire Migrant et qui va paraître au mois de mai prochain. J'ai tout de suite voulu le prendre pour La Talente. J'ai rejoint l'équipe éditoriale, j'ai rejoint l'équipe de La Talente en 2012. Et dès 2013, j'en parle à Mireille en me disant, écoute, ça serait bien qu'on l'ait, parce que c'est au moins une œuvre majeure, sinon un chef-d'œuvre de la littérature. Et il y a un côté extrêmement littéraire qui va au-delà du genre, qui transcende, c'est juste de la littérature, c'est juste un excellent bouquin. Et Mireille dit oui, certes, très bien, mais bon, t'es le seul à pouvoir le lire. C'est compliqué, on évite toujours à La Talente de prendre une décision tout seul, parce que ça, c'est un peu casse-gueule. Malgré tout, on aime bien avoir plusieurs lectures, et il se trouve que 2-3 ans après, on reçoit un courriel d'une traductrice qu'on estime beaucoup, qui écrit à Mireille. Écoute Mireille, là j'ai un agent qui m'a soumis une traduction anglaise d'un texte russe. Je pense qu'il est pour La Talente. C'était Vita Nostra. Du coup... Tout le monde est d'accord. Voilà, du coup tout le monde est d'accord, et du coup c'est comme ça qu'on a... Et puis après discussion, Vita Nostra était le seul traduit en anglais, mais après discussion on s'est dit on prend la série dans sa totalité. Tout simplement parce qu'ils voyaient bien mon enthousiasme, et qu'ils avaient pu voir ce que valait Vita Nostra. Ils avaient pu juger sur pièce, et du coup, effectivement, mon enthousiasme n'était pas exagéré, donc c'est comme ça qu'on en est venu à faire la série. Donc, et au départ, je pensais pas forcément être celui qui la traduirait non plus. J'avais commencé à traduire Migrant pour m'amuser, mais au départ, j'avais pas forcément l'intention de le traduire, parce que je sentais bien qu'il y avait quand même un certain niveau de défi dans ce texte, alors que finalement, paradoxalement, la langue m'est plus familière que celle de Bukowski, où lui justement va jouer sur des sens oubliés, des sens... mais au-delà de ça, il y a un travail stylistique qui est loin d'être négligeable, et qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de précision. Qui est plus difficile pour toi, ou c'est vraiment deux choses différentes? C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Chaque texte va avoir ses difficultés.
C'est-à-dire que le texte de Glukhovsky, il faut que je fasse attention à chaque mot, parce qu'il peut, dissimuler des sens. Là, il faut que je fasse attention aux idées. Et il faut que je fasse attention à rendre toute l'ambiguïté, toute l'ambivalence de certains passages, toute la dureté. Alors ça, j'avais eu un petit entraînement avec Futur, de Gluco, pour les parties un peu dures. Mais voilà, donc c'est des défis différents à chaque fois. En fait. Et vous vous attendiez finalement à voir, parce que les Diatchenko n'étaient quand même pas connus en France, hein, il n'y a quasiment rien de traduit de eux. Vous attendiez d'avoir d'aussi bons retours du public français? En fait, on savait pas exactement où on allait. On avait, enfin, c'est un peu comme avec Ra, si tu veux, c'est-à-dire que c'est des livres dont on se dit ils sont importants à faire. Mais on ne sait pas ce que ça va. On se dit, bon, est-ce qu'on vend 500, 800, 1000, 2000 Pour une métamorphose, on est à la deuxième réimpression. Donc ça fait 3 tirages, ce qui est quand même pas nul. Je pense pas qu'on s'était attendu à ça. Mais d'ailleurs, le livre a mis beaucoup de temps à démarrer, hein, finalement, parce qu'il est apparu à l'automne 2019. Et il a vraiment décollé à partir du déconfinement, du premier déconfinement. Et je pense que le confinement avait permis à des libraires et à des journalistes de le lire, posément, d'en prendre un peu la mesure, et ensuite et puis effectivement, à partir de mai-juin 2020, on commence à recevoir les prix, le GPI, le prix Imaginal, prix le Bakin, prix des blogueurs SF, enfin ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Et du coup, tu as eu donc aussi, pareil, des défis à relever sur la traduction des deux premiers volets, sans parler de migrants que tu es en train de traduire. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de références à la philosophie, il y a beaucoup de références littéraires et beaucoup de... Je parle pas d'Angélique Marquise des Anges, hein, mais il y a du Shakespeare, il y a un petit peu tout. Oui, parce que là, il faut pas se rater. Il faut arriver à garder, comme les Yatchenko le font en russe, cette tension qui va maintenir le lecteur dans l'expectative de ce qui passe après. C'est-à-dire qu'il faut l'empêcher de fermer le bouquin, quelque part. Il faut, ou s'il le ferme, il faut qu'il le rouvre dès qu'il est lié. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je t'en veux parce que je fermais je bouquinais avant de dormir, je fermais le bouquin, puis je me réveillais 2 heures après, puis je le reprenais parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait après, quoi. Et garder cette tension-là, même si on a un matériau de base qui est extraordinaire. Je veux dire, le texte des Yatchenko est extraordinaire. Il faut arriver à transposer ça. Ne pas mettre une phrase trop longue ou trop courte à un moment qui va faire qu'il y ait un décrochage, ou trouver les mots qui vont vraiment couler pour qu'il y ait une fluidité de cette lecture absconce par moment, et avec toutes ces mises en abîme successives qu'on va avoir. Donc là oui, il y a un travail d'horloger, je dirais presque. Et entre les deux que tu as traduits pour l'instant, sans compter migrants, tu as un préféré entre les deux? Je pense Vita Nostra. Numérique, il y a des problématiques qui sont extrêmement actuelles, malgré sa date d'écriture qui est quand même 2008-2009, où on est dans une emprise de la vie, du numérique sur la vie des gens, entre Arsène qui lui est beaucoup plus à l'aise que ce soit sur les réseaux, à vendre ses chiots virtuels, ou que ce soit à manipuler des personnages à travers des jeux vidéo, que sa mère qui est une droguée du live journal, où finalement elle s'investit émotionnellement beaucoup plus que dans sa vie réelle, dans sa famille. Et ça vient, je pense, un peu bousculer les gens qui ont du mal à se lever. Il y a des gens qui allument une cigarette en se levant, il y en a d'autres qui vont regarder le fil Twitter, le fil Insta, le fil Facebook, et c'est quasiment la première chose qu'ils vont faire dans la journée. Et je trouve ça assez brillant. Mais c'est vrai que le côté
plus abstrait, plus philosophique, je dirais, de Vita Nostra me captive plus, quelque part. Même si je trouve que ce triptyque, qui en fait n'en est plus un, scoop, et oui, Très bonne nouvelle. voilà. Même si voilà, il y a une puissance de narration dans ces 3 bouquins qui vont vraiment s'attaquer chacun à des thématiques particulières qui dépassent largement ce qu'on peut lire par ailleurs. Et alors toi, si on était vraiment dans le monde fantasy, hein, qu'est-ce que tu rêverais, indépendamment des ventes, des chances de vente, qu'est-ce que tu aimerais traduire comme roman Alors en fait, c'est pas tant dans le champ de l'imaginaire, en fait, c'est ce que j'aurais aimé traduire, mais qui est déjà traduit, cela dit, une retraduction toujours possible, c'est Les âmes mortes de Nicolas Gogol, qui est un roman russe qui est assez extraordinaire, et qui repose sur le fait, alors je résume et je caricature tout simplement, c'est que le tsar versait une allocation assez noble en fonction du nombre de serfs qu'ils avaient. Et il y en a un qui trouve une combine assez maligne, qui est de racheter les cerfs morts à ses petits copains, en disant ne déclarez pas la mort de ce cerf, je vous le rachète. Et vu qu'il le rachète à un coût moindre que la subvention que verse le tsar à ses boyards pour avoir des serfs chez eux, finalement, voilà, c'est un peu les subprimes avant l'heure. Voilà, je vous achète un mort, on ne dit pas qu'il est mort, et ça va apporter de l'argent. Et donc, je trouve là-dedans le cynisme du personnage qui est assez intéressant. Donc, c'est vrai que là-dessus, voilà. Après, il y a 2 ou 3 romans de comment il s'appelle, de Lukadenko, qui avait fait Nightwatch Day Watch dans les années 2000, que j'aimerais bien, que ce soit moi qui le traduise ou quelqu'un d'autre, mais j'aimerais bien qu'il soit dispo en France. Voilà. Et en termes plus général, toi, tes derniers coups de cœur récents? Mes derniers coups de cœur récents, tu sais, en fait, quand on bosse dans l'édition, on lit plus. On lit plus que pour la maison. Enfin, on lit plus pour soi. C'est-à-dire que je pourrais te parler de tas de bouquins qu'on va acheter à la Talente, mais je vais pas le faire, histoire de pas finir au plan d'exécution, ça serait dommage. Voilà, ça serait dommage. Mais sinon, globalement, dans mes coups de cœur, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour la littérature japonaise. Et notamment Yoko Ogawa, dont j'aime beaucoup l'écriture, que ce soit les textes courts ou les romans, et évidemment la littérature russe. Je dirais les 2 bouquins, alors je dévite ta question, les 2 bouquins que je recommande et que j'offre le plus sont La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa et Le pingouin d'André Kourkov. Donc n'hésitez pas à découvrir ça, parce qu'en fait, il y a une forme de fantastique, ou d'absurde en tout cas, chez Kourkov. Et il y a une forme de fantastique chez Ogawa, alors pas forcément sur la formule préférée, mais sur des choses comme L'Annulaire, Le Musée du Silence, un recueil de nouvelles qui s'appelle Triste Revanche, qui est juste extraordinaire, avec des nouvelles qui sont reliées entre elles, enfin, voilà, avec un jeu de miroir. C'est assez fantastique, quoi, dans tous les sens du terme. Et pour finir, en fait, pour conclure, qu'est-ce que toi, en tant que traducteur, tu voudrais dire à ceux qui voudraient se lancer un peu dans l'exercice de la traduction, quels conseils tu leur donnerais? Écrivez. Écrivez. Maîtrisez la langue cible, c'est-à-dire le français, et plongez-vous et imprégnez-vous de la civilisation de la langue source. Parce que trouver un mot, on peut le faire dans un dictionnaire. Si jamais on bute sur un terme, on peut le trouver dans un dictionnaire. Pour Glukhovsky, justement par rapport à son travail sur la langue, je recours régulièrement au dictionnaire, parce que simplement, c'est pas le sens premier du mot qu'il utilise, mais un 25e, 26e que je connais pas forcément. Mais voilà, il faut s'imprégner de la culture de la langue d'origine, et il faut maîtriser la langue dans laquelle on traduit sur le bout des doigts. La syntaxe, connaître tous les outils qu'on a à disposition pour transmettre de l'émotion, pour transmettre du rythme, pour transmettre
pour transmettre ce que nous donne le texte d'origine. Je te remercie. Bosser. Je te remercie pour tes conseils. Je t'en prie.